Ils sont les nouveaux visages de l'Assemblée nationale. Bienvenue à tous. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Vous siégerez demain à l'Assemblée nationale. Vous avez découvert l'Assemblée nationale. Vous êtes ceux que les Français ont élus dimanche dernier et vous avez tous en commun d'être des nouveaux députés. Bonjour Daniel Obono. Bonjour. Vous êtes député La France Insoumise de Paris. Bonjour Aurore Berger. Bonjour. Vous êtes député Rassemblement En Marche des Yvelines. Bonjour Pierre-Henri Dumont. Bonjour. Vous êtes député Les Républicains du Pas-de-Calais. Et bonjour Sébastien Chenu, député Front National du Nord. Vous avez donc en commun tous de vouloir renouveler en quelque sorte la politique, quoi qu'il arrive en tout cas de vouloir être utile. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce que vous avez ressenti cette semaine en arrivant à l'Assemblée nationale, Daniel Obono? Moi, ce que j'ai le plus apprécié, c'est qu'on arrive ensemble. On est un groupe de 17 députés de la France Insoumise. Et donc, voilà, ce cadre collectif-là a permis que ce soit quelque chose de partagé. Effectivement, quand on arrive, c'est assez impressionnant. On a fait une belle photo sur les marches pour signifier un peu... parler d'elle, parce qu'on sentait effectivement une ambiance très collective, quoi, ouais, de groupe. Ouais, c'est l'état d'esprit qu'on veut apporter à l'Assemblée nationale, à la fois défendre nos idées, s'opposer à ce que nous considérons être comme des mesures qui posent problème pour les droits sociaux, et les droits démocratiques, et en même temps parler du fond, bien sûr, parce que je voudrais vous entendre tous sur les lois qui sont dans les tuyaux et savoir qu'on puisse en quelque sorte voir sur ce plateau quelles seront la nature des débats à l'Assemblée nationale. Donc non, mais cet effet collectif-là, je trouve que ça a été important pour tous et toutes, d'autant que dans notre groupe, une majorité n'a jamais eu aucun mandat, ni local ni national. Alors on a quelques élus, Jean-Luc Mélenchon et 2 élus régionaux, mais voilà, on est tous un peu des nouveaux dans le groupe de la France Insoumise, mais voilà, avec de la détermination, de l'entrain et puis une volonté de travailler ensemble. Oh Berger, alors vous pouviez pas faire la photo juste sur les marches, parce que vous étiez évidemment trop nombreux, vous êtes un très gros groupe, une grande majorité, mais qu'est-ce que vous, à titre personnel, vous avez ressenti en arrivant à l'Assemblée nationale? Il y avait évidemment de l'émotion, parce que c'est pas anodin que d'entrer à l'Assemblée nationale en étant député. J'étais déjà venue, mais pas dans le même cadre. Et donc forcément, c'est différent. Et puis une grande solennité. On a souvent l'habitude de dire, vous savez, les heures de la République, etc., que ça crée une distance. Je pense aussi que ça montre et ça nous rappelle, nous aussi, pourquoi on est là. Et on n'est pas dans un lieu comme un autre, on n'est pas dans un lieu anodin. Et on est là de passage. On n'est même pas locataire, on est là de passage. Il faut bien l'avoir en tête. Mais je pense que ça nous rappelle aussi la gravité du moment et la solennité. En tout cas, moi, c'est ça qui m'a animé cette semaine. Pierre-Henri Dumont. On sent surtout le poids des responsabilités. C'est-à-dire qu'on a eu des dizaines de milliers d'électeurs qui nous ont fait confiance lors de cette élection législative, dans un contexte très particulier pour le groupe auquel j'appartiens, le groupe des Républicains. Et vraiment, l'objectif est de se mettre au travail dès aujourd'hui pour ne jamais décevoir les électeurs qui nous ont fait confiance. Peut-être conquérir les cœurs de ceux qui n'ont pas fait le choix de voter pour moi. Et surtout avoir, au bout des 5 ans, un député dont les habitants de la 7e circonscription du Pas-de-Calais seront fiers. Je pense que c'est ça le plus important, et donc travailler et avoir la responsabilité de pouvoir aider le territoire. Sébastien Chenu. Oui, c'est évidemment un sentiment d'abord d'humilité, de responsabilité, d'humilité, de reconnaissance, se sentir porte-parole d'un certain nombre de Français, ceux qui ont voté pour vous dans votre circonscription, mais également celles et ceux, les 11 millions de Français qui ont voté pour Marine Le Pen et qui se trouvent privés d'un nombre important de représentants. Et puis j'ajoute quand même, j'ai eu un sentiment de malaise moi pendant cette rentrée, et je voulais vous le dire, Madame Obono, directement. Je crois que lorsqu'on est un député de la nation, on ne peut pas soutenir quelqu'un qui dit je nique la France. Je voulais vous le dire parce que beaucoup nous en ont fait la remarque. Vous êtes aujourd'hui représentante de cette nation qui vous apporte autant qu'elle m'apporte, à qui on doit beaucoup. Et je crois que commencer son mandat en soutenant de telles paroles, ce n'est ni responsable, ni humble, ni reconnaissant envers celles et ceux qui nous font confiance pour tirer le débat public vers le haut. Daniel Obono va bien sûr vous répondre, mais vous faites référence à effectivement des propos qui ont été tenus dans l'émission d'RMC Les Grandes Gueules. Vous aviez, ça n'est pas récent, puisque ce que vous aviez dit sur la chanson Nique la France, c'était avant que vous ne soyez élu, Daniel Obono, simplement juste pour ce que vous dites. Vous avez commencé par dire ça. Oui, en fait, on revient sur des propos que vous avez tenus avant. Le Front National s'est fait un plaisir de monter en mayonnaise cette histoire. Je pense que les choses ont été très claires sur le plateau, et y compris elles ont été très claires par la suite par les positions qui ont été tenues par l'ensemble du groupe, par Jean-Luc Mélenchon et un certain nombre de députés. Je crois pas que ce soit le lieu, et c'est pas le cadre du débat, donc on va pas avoir ce débat-là. Je crois qu'il y avait un autre thème. Vous avez la position que l'on sait sur ces questions, oui, et sur moi la France,
Oui, nous avons la position que vous connaissez. Comme vous, député de la République française, et vous la respecterez. Si vous permettez, je peux répondre. Vous avez choisi d'intervenir sur le terme. Donc écoutez ma réponse, qui est de dire que je suis député de la République française, je suis député du peuple et j'assumerai cette responsabilité avec détermination, et donc je n'ai aucune leçon à recevoir, ni à montrer patte blanche, ni à rendre compte plus que d'autres. Donc je pense que l'ensemble du groupe de la France Insoumise et les députés qui défendent les mêmes idées que moi, nous sommes conscients de ces responsabilités, nous les ferons, nous les assumerons. Donc le reste, je pense malheureusement, c'est ce qui arrive maintenant beaucoup autour des buzz médiatiques. Mais nous aurons l'occasion, y compris, de montrer qui défend vraiment le peuple, qui défend vraiment les intérêts du peuple, parce que c'est, je pense, qui défend la France, madame. Ça, c'est ce que voudront savoir dur à dire, hein. Et entendre. La France, oui, la France et le peuple français. Et on verra sur les dossiers, sur ce que nous porterons, sur ce que vous porterez et que vous essaierez de mettre en œuvre, qui défend vraiment les intérêts de la majorité. Alors, et c'est là-dessus que ça va. Alors, vive la France, madame. Je sais que vous avez du mal à le dire, mais vive la France, chère madame. Je ne vais pas rentrer dans une nouvelle polémique. Je pense que c'est assez lamentable de vouloir porter le débat là-dessus, mais je n'ai aucun problème à... Oui, mais j'assumerai et on va assumer les dossiers qu'on va porter. Alors, et on va assumer les propositions qu'on va mettre en œuvre. Je voudrais juste remettre les choses à plat. Vous êtes arrivé, bien sûr, l'idée c'est aussi que vous puissiez dialoguer les uns avec les autres, mais est-ce que le fait d'attaquer immédiatement son adversaire, c'est pas ça aussi la vieille politique? Non, c'est simplement savoir de quoi nous sommes porteurs, de quelles valeurs nous sommes porteurs. Nous sommes dans un hémicycle, nous sommes dans le lieu d'expression de la citoyenneté, de la République, et nous devons rendre hommage, je crois, en arrivant plutôt au pays qui est la France, que nous représentons désormais à nos électeurs, et entendre des propos tels que ceux que j'ai entendus, et surtout avoir la difficulté de dire vive la France et de ne jamais vouloir dire qu'on défend la France, eh bien, elle me gêne. Moi, mon attitude, elle est sans ambiguïté. Je défendrai ce qui va dans l'intérêt général de la France et des Français. Je voudrais qu'on parle de la question de l'abstention, parce que certes, vous avez tous été élus, mais dans un contexte où l'abstention est immense, comment est-ce que vous vous dites, chacun à votre niveau, que vous allez réussir à repassionner les Français pour l'usage de leur bulletin de vote? Aurore Berger. Il y avait un sondage qui était très intéressant pendant la campagne présidentielle qui disait le rapport des Français à la politique. 80% des Français disaient que la politique leur inspirait soit de la méfiance, soit du dégoût. Ce qui était de dire quand même le niveau duquel on partait. Et malgré ça, mine de rien, on a eu une année électorale extrêmement riche entre les différentes primaires, entre la campagne présidentielle, la campagne législative, qui a intéressé. Regardez même les audiences que vous avez pu réaliser. Donc je pense qu'il y a une défiance qui existe vis-à-vis de celles et ceux qui les représentent. Et en effet, je suis pas certaine que ce genre d'échange donne plutôt envie aux gens de s'engager. Moi, ce que j'ai ressenti dans la campagne que j'ai menée, et je pense qu'on l'a probablement tous ressenti, c'était un déficit énorme de démocratie locale et de dialogue. Et ça, c'est le rôle qu'on va devoir avoir. On est député de la nation. On est là pour représenter non pas des intérêts particuliers, mais défendre les intérêts de la nation. Et ça, c'est important aussi de le rappeler. Mais on va avoir un rôle majeur à jouer du lien qu'on va avoir localement. Et d'autant plus avec le non-cumul des mandats, qui est majeur. Si on veut redonner aussi aux gens confiance dans la politique et dans la vie politique, il faut qu'elle se renouvelle, il faut qu'elle se régénère. Donc il faut qu'on arrête de cumuler des postes. On peut en reparler puisque je sais que vous êtes vous-même maire et vous avez d'autres fonctions, mais je pense que c'est un vrai enjeu. C'est l'enjeu de la démocratie locale, c'est l'enjeu aussi du renouvellement politique. Et je pense que l'incarnation aussi avec de nouveaux visages, ça a du sens. Dans notre groupe, on a 47% de femmes. Donc quand j'entendais d'autres partis dire on n'arrivera jamais à trouver des femmes, preuve en est que si on a envie d'en trouver, vous avez toutes les deux, on en trouve. Ici, la preuve. Pierre Dumont sur cette question justement du non-cumul, parce que vous êtes arrivé en fait finalement par aussi le local, et vous aussi d'ailleurs Sébastien Chenu, puisque vous êtes aussi conseiller régional. De façon extrêmement simple, c'est que moi j'ai été élu maire contrairement à d'autres qui s'étaient présentés, et donc ce que je veux dire sur le... Vous allez abandonner votre mandat de maire? C'est la loi, donc j'appliquerai la loi. Voilà. J'ai déjà abandonné mon mandat de conseiller départemental. J'ai envoyé ma lettre de démission il y a quelques jours au président du département. Mon remplaçant prendra donc ma place, Frédéric Melchior, maire de Norskerk. Et je deviendrai conseiller municipal en charge des affaires générales de la commune de Vous le regrettez? Vous vous dites que je le regrette parce que je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je me suis retrouvé dans une situation où le Front National a parachuté le beau-frère de Madame Le Pen contre moi sur cette circonscription pour en faire un étendard. Et ce qui a permis à cette circonscription de caler et du Calaisis de ne pas sombrer dans la démagogie du Front National, c'est justement parce que j'étais un élu local, enraciné et engagé. Si je n'avais pas été maire de la commune de Marcq, deuxième commune de la circonscription,
et conseiller départemental de la partie rurale de cette circonscription aurait basculé au Front National. Et c'est bien pour ça que si on veut éviter cet ensemble de démagogie, que ce soit de l'extrême gauche ou de l'extrême droite, il faut avoir des élus... Oui, c'est vous, l'extrême gauche. La France Insoumise, c'est l'extrême gauche. Désolé de vous le dire. C'est pas Laurent Berger. Je ne suis pas l'extrême droite non plus, donc ça va. Donc, il faut absolument avoir des élus ancrés. Et donc, c'est pour ça que moi, ce que je veux pour lutter contre l'abstention... On peut être des élus ancrés sans être des élus cumulards. Ce que je veux... je cumule pas. Écoutez, je viens de vous dire que j'ai démissionné de mon mandat de conseiller départemental. Mais si la possibilité avait été, vous seriez resté. Mais sans indemnité. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, on peut très bien... Si, c'est une vraie question. Je suis maire actuellement, toujours pour quelques semaines encore, d'une ville de plus de 10 000 habitants, qui fait 11 000 habitants. Je pense que le cas d'une ville comme la mienne et le cas d'une agglomération de 200, 300, 400 000 habitants et d'une ville de 500 000 habitants est totalement différent. Il faut aussi raison garder. Il faut pouvoir renouveler, et le renouvellement... Mais attendez, on a réussi à renouveler. Écoutez, on n'a pas besoin d'avoir des règles comme ça extrêmement strictes pour... Ça fait des années et des années... Non, c'était peut-être l'exception dans votre groupe, mais dans les faits... Il y a d'autres personnes comme Robin Reda qui a été élu député, qui est aussi maire, mais c'est bien ce qu'on vous dit, c'est que les jeunes ont réussi à faire leurs preuves et ils ont gagné la confiance de leurs électeurs. Donc la question du renouvellement n'est pas seulement sur l'âge. C'est pas lié que à la question du cumul et c'est pas lié que à la question du... Sébastien Chenu. Oui, moi je suis désolé d'entendre M. Dumont qui a 29 ans mais qui a déjà toutes les répliques de ses aînés. On a l'impression qu'il fait de la politique depuis 50 ans en fait, avec une langue de bois, avec des éléments de langage, etc. bien cadrés, assez caricatural. Et puis la campagne électorale est finie. Vous étiez dans le même parti. Et puis oui, bien sûr. Le renouvellement, et on a pris la poudre d'essai en fait. On a pris la poudre d'essai en fait. C'est le club. Et quand on entend ce discours, évidemment, on s'en félicite plutôt deux fois qu'une, parce qu'on se dit heureusement qu'on n'est pas chez ces gens qui sont au milieu d'ambiguïté tellement forte qu'ils ne savent plus ce qu'ils défendent. C'est tout le problème des Républicains, mais on y reviendra. Je crois que vous avez parlé de ce qui pouvait intéresser les gens et les ramener vers les urnes. Je crois que la culture du débat, elle est forte en France. On aime débattre. On le voit, hein. On aime, oui, mais c'est un marqueur fort. Et je crois que cette Assemblée nationale pourra revivifier le débat politique si elle l'accepte en son sein. J'espère qu'il y aura du débat, on en parlera aussi. Moi, je suis très hostile à ce qu'on puisse utiliser par exemple les ordonnances pour parler de la nouvelle loi sur le travail. Parce que je pense qu'on doit en débattre. On doit en débattre devant la nation, on doit en débattre devant les électeurs. Oui, mais les ordonnances ne permettent pas ce débat. Et vous le savez très bien. Oui, mais il a été tranché aussi par la campagne présidentielle, ça ne le permet pas. Et d'ailleurs, pourquoi utiliser des ordonnances? Pourquoi ne pas faire vivre le débat au sein de l'hémicycle? Non, mais sincèrement, pour gagner un mois ou deux, c'est une plaisanterie. Il faut débattre, c'est notre rôle, c'est aussi notre rôle, et c'est aussi de le faire dans la transparence devant les électeurs. Juste, arrêtons-nous un instant sur cette question des ordonnances. Quelle est votre position à vous, Daniel Obono? Nous, notre position, elle a été claire. C'est celle qu'on a portée pendant toute la campagne présidentielle et les législatives, d'être opposé aux mesures qui sont prévues sur la question du code du travail et sur, y compris les modalités. Je pense que l'argument de aller vite et de l'efficacité ne tient pas quand on voit ce qui est prévu et l'importance et le niveau des changements qui vont affecter la vie des gens au quotidien dans leur travail. Et donc, je pense que, y compris une assemblée représentative du peuple, représentative de sa diversité, de ses différentes sensibilités, devrait avoir véritablement les moyens d'assumer ses responsabilités. Par contre, je voudrais juste... Vous le dites vous-même, on en a parlé pendant la campagne présidentielle. Ce débat, il a été tranché par les Français. Le projet qu'on a présenté pendant la présidentielle a été le même que celui qu'on a présenté pendant la campagne législative. On a toujours dit qu'il y aurait des ordonnances sur la question, la simplification du code du travail. C'est pas ça, franchir débat. Il y a un moment, les Français ont voté contre pendant la présidentielle et nous ont donné une majorité claire à la législative. Ça ne donne pas un chèque en blanc. C'est pas un chèque en blanc. Je vous dis juste que la méthode, elle a été annoncée. On la découvre pas aujourd'hui. Elle n'a pas été validée par les Français. Vous le savez très bien. Vous l'avez même combattu. Ça fait parler des électeurs. Ça n'a pas été validé par les Français. Mais pourquoi refuser le débat devant l'Assemblée? On le refuse absolument pas. Moi, j'estime qu'il faut aller vite. Un débat. En l'occurrence, c'est vrai que vous avez toute la majorité nécessaire. Oui, mais l'idée, c'est d'aller vite. Est-ce qu'il y a des choses à cacher, par exemple? Absolument pas. Mais absolument pas. Mais l'idée, c'est d'aller vite. Et vous savez très bien qu'au-delà de la question du débat parlementaire, ça prend bien plus de temps vitesse et précipitation. Mais non, ça prend bien plus de temps qu'un mois ou 2 mois. Et sur ce sujet-là, nous, on a estimé que c'était une priorité. On l'a mis au premier rang de nos priorités politiques. Et encore une fois, ça a été validé par les Français qui nous ont donné une majorité extrêmement claire. Qui a été validée. Ils nous ont donné une majorité extrêmement que je revienne sur la question des institutions parce que nous, ça a été quelque chose qu'on a porté pendant la campagne présidentielle avec la proposition d'une 6e République parce que nous faisions le constat et sur la base, y compris de plusieurs années d'études, de constats politiques, d'un problème démocratique profond. Ce n'arrive pas qu'en France et ce n'est pas arrivé qu'aux législatives, mais on voit qu'il y a
une désaffection, un décalage entre la représentation politique et les citoyens, avec cette contradiction du fait que les gens sont extrêmement aussi exigeants sur les réponses à apporter. On l'a vu dans la campagne, des débats où il y avait beaucoup d'intérêt, beaucoup de questions, etc. Et nous, ce qu'on a porté comme projet de 6e République, c'était aussi pour répondre à ça, pour dire on est aujourd'hui en 2017, les institutions qui existent telles quelles ont été utiles, mais elles sont d'un autre monde. Elles sont d'un monde où une majorité de gens habitaient à la campagne, où voilà la démocratie, etc. Aussi, vous savez, hein. Non, mais je parle d'une majorité de gens. C'était pas une voilà, il y a encore des gens qui habitent à la campagne, mais on voit que le rapport démographique, hein. le rapport, c'est vous qui faites de la stigmatisation là, en le pointant de cette manière instrumentalisée. Donc les choses ont quand même évolué démographiquement, sociologiquement. Donc il y a toute une société qui existe aujourd'hui et qui en complet, dont les institutions ne reflètent pas les transformations. D'où la nécessité et donc c'est ce que nous avons porté. Alors nous, on est dans une situation un peu contradictoire d'être dans un cadre que nous jugeons obsolète, mais où nous allons continuer à porter un certain nombre de propositions sur ce renouvellement institutionnel. Je voudrais qu'on regarde vos aînés, parce qu'ils ont tous, à un moment ou à un autre, été nouveaux, eux aussi. Regardons la réaction des uns et des autres lorsqu'ils sont arrivés, comme vous, cette semaine à l'Assemblée nationale. Ségolène Royal fait maintenant l'apprentissage du métier de député, sans renier son passé à l'Élysée. J'ai vu fonctionner le gouvernement, j'ai vu fonctionner les ministères, donc je sais parfaitement ce qui se passe pour les processus de décision, et de ce point de vue, j'ai une expérience que d'autres n'ont pas. L'UMP, Bruno Le Maire, connaît bien l'Assemblée nationale. Au service de Dominique de Villepin depuis 2002, il y est venu fréquemment. J'y suis habitué parce que je suis venu très souvent comme directeur de cabinet du Premier ministre, mais donner des conseils, être derrière le ministre ou le Premier ministre, c'est pas la même chose que d'y siéger comme député, élu de la nation, avec toute la plénitude des pouvoirs qui s'attachent à ce poste, donc je vais faire le mieux possible. La façade de l'Assemblée nationale est pleine d'histoire, mais elle n'impressionne pas le Benjamin des députés. C'est absolument super, c'est un palais de la République, mais que j'avais eu l'occasion de démystifier de l'extérieur en étant journaliste parlementaire européen pendant quelques années. C'est extrêmement émouvant. Émouvant, très émouvant. Je peux vous dire que c'est là qu'on sent le plus la responsabilité qui est la nôtre, en fait. Oh là là, c'est fou. Quand vous les voyez, je vous voyais sourire. Chacun, quand ils sont arrivés, ils avaient la même fraîcheur que vous, la même envie de transformer la politique. Ils promettaient eux aussi qu'ils allaient renouveler les pratiques. Ma question est très précise. Est-ce que vous envisagez chacun, quand vous êtes arrivé là, d'être là juste pour 5 ans, ou est-ce que vous vous dites, bah, c'est quand même le début d'une carrière? Ah non. Enfin, moi je suis militante politique. Voilà, ça fait. J'ai pas. Non, c'est pas toute ma vie heureusement, mais je n'ai pas une expérience déjà d'élu dans les institutions. Mais par contre, je suis militante politique depuis des années, et donc c'est une forme de l'engagement. Je suis encore officiellement bibliothécaire. C'est comme ça que vous gagnez votre vie. Voilà, du coup. Et vous envisagez de redevenir bibliothécaire après Oui, j'espère bien. J'adore mon métier. Je trouve que c'est un métier extrêmement passionnant, utile, service public et très gratifiant. Mais par contre, voilà, ce que je voudrais expliquer, c'est que être député aujourd'hui, c'est une nouvelle forme d'engagement politique que je vais continuer sur d'autres formes. Déjà, arriver à assumer les responsabilités de ce mandat-là, le faire collectivement et voilà, essayer de faire avancer les dossiers. Aurore Berger. Je pense que c'est un passage de vie. Ça ne doit plus être un métier. Et la difficulté, en fait, de celles et ceux... C'était quoi votre métier à vous avant ? Moi, je travaille en agence de com, je suis directrice conseil en agence. Il faut d'ailleurs que j'ai le temps d'y repasser la semaine prochaine pour finaliser les papiers. Mais c'est un vrai enjeu. C'est-à-dire que si on veut qu'il y ait plus de passerelles entre des gens qui sont dans la fonction publique, qui sont salariés du privé, des gens qui sont chefs d'entreprise... Donc vous vous dites déjà, je me donne une deadline, vous vous dites quoi ? Vous vous dites... parce qu'il est quand même... Mais moi, très possible que vous soyez tous mordus, que vous me disiez ça aujourd'hui, mais que quand on se reverra dans 2-3 ans, vous soyez tellement mordus que vous n'envisagiez pas une seule seconde de ne pas vous représenter. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, vous me disiez qu'est-ce que ça a représenté pour vous d'entrée. On n'est même pas locataire de ces lieux, on y est de passage. Il faut se le rappeler matin, midi et soir. Moi j'ai recruté les gens qui vont travailler avec moi, je leur ai dit ça va peut-être durer 5 ans.
Par contre, on va faire en sorte que ce soit 5 ans utiles. Je sais pas si dans 5 ans je me représenterai. Et vous savez d'ailleurs, pour ma génération, en général, on se projette pas à 5 ans de vie professionnelle aujourd'hui. Moi, ça fait presque 10 ans que je travaille. J'ai eu 3 employeurs différents, d'autres qui m'ont débauché, etc. Enfin, donc ça doit être un passage, la vie politique, en tant qu'en tout cas élu. Et après, je resterai toujours militante, ça c'est sûr. Pierre-Henri Dumont, vous, c'est un peu différent parce qu'effectivement, vous avez quand même gravi petit à petit, et vous aussi d'ailleurs, Sébastien Chenu, les échelons de la politique. Est-ce que vous vous dites, au fond, c'est ma vie, c'est ma passion, j'ai aucune raison de me dire que je suis obligé de partir dans 5 ans, ou est-ce que vous vous êtes dit, bah non, je me suis fixé tant d'années et puis après, j'irai chercher un job ailleurs? Non, moi j'ai été très clair dès le début, je suis favorable au non-cumul dans le temps. Voilà. C'est-à-dire qu'après 2 ou 3 mandats, je pense qu'il faut savoir repasser la main et qu'il est nécessaire de faire émerger de nouvelles générations, parce qu'on ne sera pas jeune tout le temps et on ne sera pas à chaque fois les benjamins de tel ou tel groupe. Donc pour l'instant, c'est une phase où je fais de la politique. D'ici 10-15 ans, je sais que je ferai autre chose. Parce que certains font de la politique après avoir eu une carrière professionnelle, certains pendant leur carrière professionnelle. Moi, je le fais au début, voilà, tout simplement. Et vous, Sébastien Chenu? Alors moi c'est un peu différent, je crois que effectivement je suis passionné. Vous êtes un professionnel de la politique? Non, j'ai été aussi d'ailleurs responsable de communication d'une chaîne voisine et concurrente, donc je n'ai pas fait que ça, mais c'est vrai que je suis passionné de ça. J'aime le combat d'idées, j'aime l'idée de ne pas être spectateur simplement et de participer à la décision publique. Maintenant, ce sont les électeurs qui décideront exactement de mon sort, et c'est très bien ainsi. Et je pense que comme mes collègues, on est en capacité de faire autre chose de notre vie. On a d'autres passions en dehors de la politique, heureusement, évidemment. Mais en revanche, oui, moi j'en fais depuis longtemps et je crois que la politique est aussi une maîtresse exigeante. On sacrifie beaucoup sans se plaindre. Ce sont nos choix que d'aller se présenter devant les électeurs. Ce sont nos choix que d'aller porter nos convictions. Mais ce sont les choix des électeurs que de nous faire confiance ou de ne plus nous faire confiance. Alors on va parler très concrètement des différents dossiers qui vous attendent sur la table. Le premier et le plus immédiat, c'est cette question de l'image des députés, de vos confrères, de l'image de la politique, qui a quand même été très abîmée pendant cette campagne par la question des affaires. À l'instant, on a appris que Marielle de Sarnez ne s'était pas présentée pour prendre la tête du groupe Modem à l'Assemblée nationale. C'est donc Marc Fesneau qui a été élu. Mais ça pose cette question de savoir si au fond, que ce soit Richard Ferrand, chez vous En Marche, qui a été en gros quand même exfiltré du gouvernement parce qu'il y avait un doute quelque part, ou les trois ministres Modem qui ont été sortis du gouvernement. Est-ce que, honnêtement, je vous pose la question à vous, Aurore Bergé, quelqu'un dont on se dit il n'est pas tout à fait 100% honnête pour être ministre, mais bon, finalement, il va quand même pouvoir prendre la tête du groupe, ça vous satisfait? Déjà, personne n'a dit qu'il n'était pas 100% honnête. Il y avait un doute, sinon il aurait gardé au ministère, non? J'aime pas ce terme. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas resté ministre, sinon? Non, mais je vous réponds sur la question qui est posée. J'aime pas ce terme, pourquoi? Parce que, heureusement, il n'y a pas de présomption de culpabilité dans notre pays. Il y a une présomption d'innocence. Il y a une présomption d'innocence qui doit être un principe normalement absolu. On a édicté une règle. C'est visiblement pas le cas pour le président, puisque c'est lui qui a demandé à Richard Ferrand de quitter le gouvernement. On a édicté une règle, qui est une règle non écrite, qui veut que quand on est mis en examen et qu'on est membre du gouvernement, on quitte le gouvernement. Mais il n'est pas mis en examen. Mais justement, je vais finir. Ce qui est un sujet d'ailleurs, puisque quand on est mis en examen, on n'est pas coupable. On bénéficie encore d'une présomption d'innocence. On a considéré, et le président de la République a considéré notamment pour Richard Ferrand, que bien que non mis en examen, puisqu'il y a juste une enquête préliminaire, donc je défie quiconque sur ce plateau d'essayer d'aller un peu plus vite que la justice n'irait, et je pense que c'est pas le lieu et c'est pas comme ça qu'il faut faire de la politique. On a juste estimé qu'à un moment il y avait une entrave qui était faite à l'action que vous pouvez mener au sein d'un gouvernement. Parce que, regardez, c'est la première question que vous me posez qui est vraiment politique, c'est sur cette question-là. Donc s'il était resté, vous me l'auriez posé aussi. Et donc ça pose la question de savoir est-ce que, bien que, en effet, non mis en examen, et c'est encore moins le cas d'ailleurs des membres du Modem, puisqu'il n'y a même pas d'enquête préliminaire pour l'instant, c'est juste de dire on a de fait une entrave parce que citoyenne, parce que médiatique qui fait que on peut plus. Alors, on considère que c'est un bien, que c'est un mal, j'en sais rien. Mais par contre, j'ai pas la réponse aujourd'hui. Mais par contre, pour devenir président d'un groupe, l'Assemblée, ça vous satisfait? Mais moi, j'ai aucun problème avec ça, pour plusieurs raisons. Richard Ferrand, il est parlementaire. Il a été réélu de manière très claire, très nette dans le Finistère. Il a la légitimité du groupe. On l'a élu massivement avec 2 abstentions. Il n'a pas été élu, il a été désigné par Emmanuel Macron. Il n'a pas été désigné par Emmanuel Macron. Il n'a pas été désigné par Emmanuel Macron. Vous avez un groupe de 300 et vous avez 2 abstentions. C'est une vaste blague. Vous n'avez même pas de vote à bulletin secret. Comment est-ce que vous voulez faire exprimer la démocratie? Que les Républicains me donnent des leçons de démocratie sur
tous les postes internes que vous avez faits, et j'en suis bien connue, je suis pas certaine que vous soyez très bien placé pour me parler de démocratie. Sur la question du président du groupe, nous, on avait eu un bulletin secret. Voilà. C'est-à-dire pour une fois, il n'y a pas eu de coco. Excusez-moi, Madame Berger. Parce qu'il n'y avait pas Copé et Fillon. Ils sont plus à l'Assemblée. Mais si vous dites qu'il ne peut rien vous dire parce qu'ils sont pires, ça veut dire que vous estimez quand même que l'élection à la main levée, c'était pas terrible. Mais c'est pas du tout ce que j'ai dit. Moi, est-ce que vous nous faites une nouvelle démocratie en disant on va nommer le président du groupe qui est un ancien. Est-ce que c'est au membre de l'opposition de décider qui doit être le président du groupe majoritaire? Est-ce que c'est dans ce cas-là, Madame Berger, est-ce que c'est au président de la République de dire quelle est son opposition? Sans offense pour vous. Et moi, je me mêle pas de vos présidences. Non, vous n'avez pas de groupe. C'est d'ailleurs quelque chose de problématique, le fait que nous n'ayons pas de groupe, puisqu'on représente à peu près 11 millions de Français qui ont voté pour Marine Le Pen au second tour. C'est un autre débat qu'il faudra bien mettre sur la table. Vous parlez effectivement de ce qui a pu émailler toute cette campagne. Moi, je crois qu'il faut faire la différence entre, et j'ai trouvé ça finalement assez dévalorisant pour les gens qui travaillent dans le monde politique, parce qu'il n'y a pas que des emplois fictifs, des incapables ou des gens qui n'assument pas leur mission. Les assistants parlementaires, moi je l'ai été, Aurore, peut-être vous l'avez été aussi, mais en tous les cas, d'autres l'ont probablement été. Il y a quand même des gens qui travaillent, etc. Et les affaires de Marielle de Sarnez, elle a choisi de démissionner, Marielle de Sarnez. Pour cette affaire-là, ça me semble discutable, sincèrement. Je pense qu'on peut... La même question se pose effectivement pour le Front National aujourd'hui. Mais en revanche, la vraie problématique sont les conflits d'intérêts. Et l'affaire Ferrand ou l'affaire Goulard, puisqu'on a vu que Mme Goulard, ancienne ministre des Armées, a démissionné parce qu'en fait, la réalité, c'est que derrière, elle était rémunérée par un think tank américain qui lui versait $100 000 par an. Là, on touche le point qui fait basculer la démocratie, c'est-à-dire les conflits d'intérêts. Et sur les conflits d'intérêts, au jour d'aujourd'hui, avec le texte qu'on connaît, sur la moralisation de la vie politique ou la confiance en la vie politique que va déposer le gouvernement, il n'y a rien. Or, à mon avis, le vrai problème, il est sur les conflits d'intérêts. Celles et ceux qui sont à la solde de lobbies ou d'intérêts particuliers. Daniel Obono ? Non, mais moi je crois que la question c'est pas de donner des leçons à qui que ce soit. Déjà que chacun fasse en sorte que dans ses propres formations les choses se passent de manière transparente et démocratique et personne à ce titre-là ne peut, comme on dit, jeter la première pierre. Après, je pense que la réaction du gouvernement et des personnes concernées, elle est juste parce que effectivement ça rajoute à ce qu'on disait tout à l'heure en termes de défiance, dégoût, rejet. Ils sont tous pareils, ils sont tous pourris, etc. Qui est malsain pour la démocratie et qui empêche. On a eu pendant toute la présidentielle les affaires de messieurs Fillon, de Madame Le Pen, qui empêchaient d'avoir un vrai débat sur le fond. Après, il y a un enjeu sur les institutions et je reviens à ce que nous disions. Nous pensons qu'on va discuter d'une loi là-dessus dite de moralisation, mais ce n'est pas suffisant de mettre des sur cette question-là, une question très précise, un vrai changement profond, structurel de la manière dont la démocratie s'organise. Ou par non, faut-il supprimer l'immunité parlementaire, oui ou non? Non, moi je ne le crois pas parce qu'elle est levable. Donc par conséquent, la supprimer, elle a une utilité, c'est prévu dans notre Constitution. Le législateur, c'est pas tombé comme ça du ciel. Il y a une utilité, notamment pour les députés de l'opposition. Donc je pense pas qu'il faille la supprimer puisqu'elle est levable. Donc vous dites, ça sert à rien, autant la laisser telle qu'elle est. Cosmétique. Oui, je pense qu'il faut la garder, mais peut-être améliorer les process pour la lever, s'il y a besoin de la lever, pour pas faire des systèmes de blocage. Oh, Berger. Oui, moi je pense que c'est... il faut la supprimer. Ça avait un sens au début du Parlement, quand il y avait des risques de déstabilisation du Parlement. Ça n'en a plus aujourd'hui. Et on doit être égaux face aux lois de la République. Daniel Obono. Moi je sais pas en vrai. Je pense qu'il faut supprimer très clairement la réserve parlementaire et c'est une erreur manifeste. C'est une erreur manifeste pour les territoires ruraux. Non, mais si vous permettez, j'avoue que sur l'immunité parlementaire, j'entends l'argument qui dit c'est aussi à la fois une protection et qu'il y a des processus qui permettent de le lever. Je sais que par exemple Jean-Luc Mélenchon, qui est mis en cause par la Société Générale pour ses prises de position sur ce sujet, n'y fera pas appel et choisira de faire un procès politique du coup et d'organiser ça politiquement. Donc voilà, je pense qu'il y a des éléments justes et en même temps. Je pense que fondamentalement, il y a quelques mesures qui peuvent changer les choses, mais je pense que c'est structurellement qu'il faut changer le fonctionnement. Sur ce point-là, vous gardez un doute. On revient dans un instant, on marque une petite pause, mais je voudrais vous entendre dans un instant sur les gros dossiers qui sont sur le bureau d'Emmanuel Macron. D'abord, les 3 lois qui arrivent à l'Assemblée nationale, et puis la question de Calais. À tout de suite.
Retour sur ce plateau avec les 4 nouveaux visages de l'Assemblée nationale. On a parlé de la question du renouvellement. Parlons maintenant des dossiers concrets qui attendent le président de la République. Parlons d'abord de Calais. Le ministre de l'Intérieur Collomb s'est rendu sur place cette semaine. Il a promis de présenter un plan au président d'ici 15 jours parce que sur place, des migrants continuent à errer mais sans structure d'accueil. Et il a déclaré, je le cite, qu'il n'était pas question de rouvrir un centre pour ne pas créer un appel d'air. On a vu que lorsqu'on laissait faire, a dit le ministre de l'Intérieur, on commençait avec quelques centaines de personnes et on finissait avec plusieurs milliers de personnes. Je voudrais savoir quelle serait votre solution à chacun si vous étiez justement aux manettes, puisque désormais vous êtes député. Je vais commencer par vous, Pierre-Henri Dumont, parce que vous êtes élu justement de Calais. Écoutez, les électeurs de Calais, du Calaisis ont tranché la question lors de l'élection législative. J'ai présenté un programme en plusieurs points qui se résume assez facilement, une tolérance zéro migrant sur le Calaisis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 500-600 migrants qui sont présents sans aucune solution. Donc c'est bon ni pour les migrants ni pour les habitants du Calaisis. On a bien vu qu'il y a eu un mort, un chauffeur routier polonais qui est décédé il y a quelques jours sur l'autoroute à Gimps. Et donc il est nécessaire d'agir. La visite du ministre Collomb il y a quelques jours à Calais laisse un sentiment mitigé. Mais agir, ça veut dire quoi? C'est-à-dire très concrètement, c'est-à-dire il ne faut pas rouvrir de centre. Il faut surtout pas rouvrir de centre, surtout pas donner de points d'eau et de donner de nourriture puisque ça créera un appel d'air. Et c'est comme ça que la jungle de Calais a commencé, Madame Obono. Parce que je précise que Daniel Obono, à l'instant, effectivement, vous leviez les yeux au ciel. La jungle de Calais, aux gens qui en ont besoin. Il faut leur en donner, mais pas à Calais. Il faut leur en donner, mais pas à Calais. C'est-à-dire on a des structures, hors de la circonscription, on peut donner de l'eau. Non, mais Aurore, s'il te plaît, ne caricature pas. Viens vivre à Calais 2 secondes et tu verras ce qui se passe. Ce que je vais te dire, c'est que on a des structures, on a des CAO, on a des CADA, on a des CRA, où on peut analyser les dossiers de chacun. Aujourd'hui, on laisse ces 500-600 migrants sans aucune solution, sans prendre en compte leurs demandes, sans savoir même qui ils sont, s'il y a des fichiers S à l'intérieur, s'il y a des gens qui sont ressortissants de pays en guerre, s'il y a des gens qui peuvent demander l'asile. Aujourd'hui, on ne sait rien parce qu'on les prend pas en charge. Nous, ce qu'on demande, c'est simplement de faire des maraudes, de les prendre, de les emmener dans les structures existantes, les CAO, les CRA, les CADA, qu'on analyse leurs dossiers. Ceux qui doivent être expulsés parce que ce sont des migrants économiques. Ceux qui sont ressortissants de pays en guerre doivent pouvoir être accompagnés dans leur démarche pour demander l'asile, pour demander même la citoyenneté française pour certains, s'il y en a qui le méritent et qui remplissent les conditions. Et on demande également qu'on applique le règlement de Dublin 3 pour expulser les migrants qui ont fait leur première entrée dans un pays de l'Union européenne. Non, mais je réagissais parce que le fait de dire qu'il ne faut pas donner à boire ou à manger à des personnes qui en ont besoin à Calais, à Calais, c'est comme ça qu'a commencé la jungle. Est-ce que vous voulez une nouvelle jungle? Vous voulez quoi? Vous voulez 11 000 migrants comme on a eu? Non, mais Madame Obono? non. Personne ne veut nulle part la situation qui est d'abord été. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Écoutez les élus locaux. Nous, on connaît le sujet. J'ai été à Calais aussi pendant la campagne présidentielle. C'est parce que vous passez 2 heures à Calais, vous connaissez le sujet. Excusez-moi. Ceux qui connaissent le sujet, c'est ceux qui l'affrontent depuis 20 ans, c'est les habitants de Calais et du Calaisis. Écoutez aussi un peu ce qu'il y a à dire. Mais bien sûr, voilà. Mais vous avez tort. Vous n'avez même pas entendu ce que j'ai à dire. Je sais, d'accord. Donc c'est un dossier que vous suivez, qui vous tient à cœur, c'est une chose. Mais là, on parle y compris d'une question nationale, parce que des migrants, il y en a eu aussi à Paris, il y a eu des situations intolérables partout pour les personnes qui sont d'abord concernées, les migrants, et y compris ce que demandent... Ceux qui sont concernés d'abord sont les habitants de Calais et du Calaisis. Je pense que les migrants qui sont dans la situation d'être dans des camps sauvages, sans eau, sans électricité, etc. Et ce que disent d'ailleurs de nombreuses associations, c'est que voilà, la première chose, le premier devoir en tant qu'être humain, y compris les responsables politiques, c'est de venir en aide aux personnes qui en ont besoin. Votre solution, c'est quoi? Et donc laisser par exemple et arrêter les consignes qui ont été données d'empêcher les distributions de nourriture et les distributions d'aide, parce que voilà, ça ne fait que rendre la situation des migrants. Ça ne fait que rendre de la situation des migrants. C'est votre parti qui est au pouvoir aujourd'hui. C'est effectivement des décisions du ministre de l'Intérieur d'aujourd'hui de ne pas donner effectivement de nourriture, de ne pas encourager. Vous vous sentez raccord avec ça? Ce qu'il a dit, c'est qu'on ne veut pas recréer une jungle qui a un problème à la fois sanitaire évident, un problème humain, un problème sécuritaire aussi, puisqu'on l'a bien vu, et évidemment les habitants de la région en ont aussi souffert. Donc c'est ça l'idée, c'est en effet on recrée pas un appel d'air en recréant un mais centre. Les associations aujourd'hui disent qu'elles sont empêchées en quelque sorte de s'occuper des migrants. C'est ça qu'il faut arriver à gérer, c'est-à-dire c'est pas aux associations, c'est à l'État de s'en occuper. On n'a pas à recréer un centre pour ne pas recréer un appel d'air, mais j'ai aussi entendu, moi, le défenseur des droits, Jacques Toubon, qui a fait une déclaration, je sais pas si c'était hier ou ce matin, justement sur cette question-là. C'est un moment, un devoir d'humanité. Je suis désolée, moi, vous ne me ferez pas dire qu'on ne doit pas donner de l'eau à un migrant. Enfin, je suis désolée, je n'y arrive pas. C'est
disent dans les CAO. On connaît la position des Républicains, ils parlent fort, ils agissent peu. À chaque fois, je rappelle que même le maire de Calais, qui est conseiller régional, nous avait indiqué au conseil régional que les migrants étaient une richesse culturelle formidable. Elle vous a soutenu. Et Marine Le Pen qui a dit lors de l'élection régionale, laissez-moi terminer, jeune homme. Je crois qu'il y a une difficulté qu'a le gouvernement, c'est que Gérard Collomb nous dit il ne faut pas recréer de jungle, et qu'Emmanuel Macron à Berlin dit il faut accueillir des migrants. Lors du dernier sommet européen. Donc par conséquent, ils n'ont pas réfléchi au problème, ils sont incapables de le solutionner. Nous demandons des frontières nationales. C'est une partie de la solution. Nous demandons la maîtrise de nos frontières nationales et nous ne nous attaquons pas aux migrants. Nous nous attaquons à la politique laxiste d'immigration, la politique laxiste migratoire menée tant par les gouvernements de droite que de gauche successifs et que visiblement embrayent Gérard Collomb et Emmanuel Macron. Donc nous demandons des frontières nationales. C'est le début d'une réponse. Je note que sur le régalien, tous les dispositifs liés à la sécurité, on a vu un gouvernement pour l'instant ministre de l'Intérieur complètement à la ramasse. Les bornes à incendie qui ont été par milliers dans notre pays ouvertes par des voyous tout au long de ces derniers jours, etc. Zéro réponse. La tentative d'assassinat sur les Champs-Élysées par un type qui avait un port d'armes alors qu'il était fiché S. Zéro réponse. Gérard Collomb nous amène. On voit bien ce qui se décide. Un gouvernement incapable d'assurer la sécurité des Français et donc le contrôle des frontières puisqu'elle n'existe plus. Vous êtes finalement chacun quand même assez fidèle à vos partis, effectivement, sur lesquels vous êtes élus. C'est assez logique. Il y a encore un mot sur lequel j'aurais bien aimé vous entendre, c'est la loi travail, puisque ça va être aussi un des tout prochains dossiers. On va pas avoir le temps de refaire tout le débat. Il aura lieu à l'Assemblée. Mais quand même, une question là-dessus, et notamment des trois qui sont dans l'opposition. Est-ce que vous estimez que c'est à l'Assemblée nationale que ça doit se jouer, Daniel Obono, ou dans la rue? C'est les deux. C'est les deux. Nous, notre objectif, c'est de s'opposer à ce qui va être mené, parce que ce que nous savons pour le moment, c'est la continuation de ce qui a été fait par la loi El Khomri, et puis surtout qu'il faut qu'il y ait une mobilisation large. Il y a déjà des rendez-vous qui sont donnés par les organisations syndicales, et nous participerons à faire en sorte que la rue, le peuple, puisse influencer ce qui va se passer à l'Assemblée. Pierre-Henri Dumont, sur ce point-là, est-ce que vous soutiendrez le gouvernement? Moi, je ne voterai pas les ordonnances, parce que je pense que quand un Parlement vient d'être élu, il est nécessaire que le débat puisse avoir lieu devant les parlementaires. On est en train de retirer de la souveraineté au Parlement. Et je pense que si on n'a pas le débat au Parlement, on l'aura dans la rue. Je ne veux pas d'un troisième tour social. La France doit avancer. Et vous? Il est nécessaire, et c'est notre rôle, de débattre de l'organisation du Code du travail, du monde du travail au sein de l'Assemblée nationale. C'est nécessaire. Sinon, effectivement, on aura des faits dans les rues qui, à mon avis, seront beaucoup plus préjudiciables qu'un vrai débat, peut-être musclé, peut-être difficile pour le gouvernement, parce qu'on va mettre en lumière les orientations qu'a ce gouvernement qui vont durement toucher les salariés. Mais je crois que ça vaut toujours mieux que simplement des heures dans la rue. On ne va pas réduire la mobilisation sociale et citoyenne à des heures dans la rue. Comme je disais, il aura lieu à l'Assemblée nationale. C'est aussi la démocratie. Il est l'heure. Sébastien Chenu, Daniel Obono, Aurore Berger, Pierre-Henri Dumont, merci d'avoir été là. Je prends l'engagement que vous serez tous ensemble à nouveau à la fin de ce quinquennat, parce que on verra là pour l'instant vos espoirs et on verra s'ils ont été entendus et si vous vous êtes sentis véritablement utiles. En tout cas, vous êtes ceux que les Français ont élus dimanche dernier. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Évidemment, l'actualité se poursuit sur BFM.